Savourez la météo de votre région avec les saucissons Henri Raffin. Charcuterie familiale depuis 1937. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre édition régionale. Au sommaire ce soir dans les Alpes, la visite d'Alain Juppé dans l'Isère. Le maire de Bordeaux reste 2 jours dans le département. Agenda chargé donc pour l'ex-premier ministre qui enchaîne les visites, rencontres et autres prises de parole dans un programme dédié à sa campagne pour la primaire des Républicains prévue en novembre. À la Ravoire, en Savoie, l'accès du collège Edmond-Rostand bloqué par des parents d'élèves ce matin. Au centre des mécontentements, la réforme du collège 2016. Nous en parlerons tout à l'heure avec notre invité en duplex depuis Chambéry. Enfin, rencontre avec Jordan Potin, étoile montante de la natation française. À 21 ans, l'athlète grenoblois enchaîne les longueurs et les performances en véritable bête de compétition. Portrait de ce nageur déjà plus que prometteur à la fin de ce journal. À suivre dès 19h30 l'édition nationale présentée ce soir par Carole Gessler. Au sommaire, l'émotion et les questions après le terrible accident d'un car scolaire ce matin dans le Doubs. 2 adolescents tués, 7 autres blessés, le chauffeur placé en garde à vue pour homicide involontaire. L'enquête devra déterminer s'il y a eu des manquements à la sécurité. 317 pour, 199 contre, le projet de révision constitutionnelle adopté à l'Assemblée nationale. Une première étape après des semaines de débats enflammés. Le gouvernement veut croire maintenant qu'il aura la majorité au Congrès, mais avant, il faudra passer l'épreuve du Sénat. Retour à l'actualité dans les Alpes avec le chapitre politique Alain Juppé dans l'Isère aujourd'hui et demain. Actuellement en campagne et favori dans les sondages pour la primaire des Républicains, le candidat ex-premier ministre et actuel maire de Bordeaux a un programme bien rempli que nous résume Marie Michelier avec Dominique Semé. C'est au conseil départemental de l'Isère qu'a débuté ce matin la visite d'Alain Juppé. Je suis ravi de venir passer ces 2 jours. Comme je le fais très régulièrement pour aller au contact. Depuis quelques mois, le maire de Bordeaux, candidat à la primaire ouverte de la droite et du centre, multiplie les voyages. Pour apaiser, rassembler et réformer, voilà pour le slogan martelé en plein débat sur la réforme de la Constitution. Un débat qui, selon lui, tourne à la pantalonnade. Tout ça n'est pas sérieux, tout ça donne l'impression que la France n'est plus gouvernée, tout simplement, alors que les préoccupations sont tout autres. On sait très bien que cette révision constitutionnelle, je l'ai dit dès le départ, n'était pas nécessaire. On ferait mieux de s'attaquer, je le répète, aux vrais problèmes, sécurité des Français, emploi. Et de sécurité, il en était question un peu plus tard à Mélan, voisine de Grenoble. La commune présentait son plan de vidéosurveillance. Un outil utile pour celui qui prône l'idée d'un État fort, sans zone de non-droit et avec un redéploiement des forces de sécurité. J'ai suggéré que ces forces de sécurité soient allégées d'un certain nombre de tâches procédurales ou administratives qui mangent beaucoup de temps. Voilà une première proposition. Je pense que la deuxième proposition, c'est d'avoir une réponse pénale effective. Il n'y a pas de place dans les prisons et donc on ne met plus les gens en prison. Et donc on développe des formules alternatives dont on n'a pas les moyens d'assurer l'efficacité. Je pense en particulier à la contrainte pénale. Eh bien, ça n'est pas la bonne solution. C'est pourquoi j'ai proposé un plan de construction de 10 000 places de prison sur 5 ans. Et c'est pourquoi j'ai proposé aussi que les peines prononcées soient effectivement accomplies. 100 ans morts, cap sur Grenoble, école de management où l'attendent 800 étudiants. Au programme, l'État fort toujours et la façon dont le candidat entend, s'il est élu, assurer liberté, sécurité et justice dans une France confrontée au terrorisme. 1h30 de conférence pour Alain Juppé dans un auditorium comble avant de prendre la direction du Stade des Alpes pour un meeting et un dîner, 2 heures programmées avec les représentants des comités de soutien isérois du candidat. Une nuit à Grenoble et puis un dernier rendez-vous, un petit déjeuner demain matin avec l'ensemble des maires juppéistes de l'agglomération grenobloise. Le point d'orgue de ces 2 jours de campagne en terre dauphinoise. Justice, l'homme de 45 ans qui avait avoué le meurtre de son épouse en Savoie ce week-end a été mis en examen hier soir pour assassinat et viol par conjoint. Sa femme avait été retrouvée emmaillotée dans une couverture à la lisière d'un bois à Saint-Pierre-d'Alvé, dans l'avant-pays savoyard. À lire plus en détail sur notre site internet alpes.france3.fr. Ils ont vu disparaître un à un les bureaux de poste des environs. À Champs-sur-Drac, dans l'Isère, les habitants craignent d'être les prochains sur la liste. Ils ont manifesté leur inquiétude ce matin face au possible retrait de ce service de proximité. Explication Jordan Guéant et Vincent Abran.
Ils ont battu le rappel des troupes, une centaine d'habitants réunis devant leur petit bureau de poste, un bureau au centre de toutes les inquiétudes. Toutes les personnes âgées, le courrier pour aller chercher les colis, ainsi de suite, c'est important aussi. À Noël dernier, la poste est restée fermée, rideau baissé 15 jours durant, en cause un arrêt maladie non remplacé faute de personnel disponible. Pas de quoi rassurer monsieur le maire ni ses administrés. En quelques jours, une pétition a déjà rassemblé 400 signatures. Les non-réponses, l'absence de rencontres fait qu'on s'interroge. On ne sait pas quelles sont les intentions que la Poste a pour les années à venir, mais quand on voit de quelle façon elle a abandonné du terrain dans différentes communes alentours, on peut se dire, est-ce que la prochaine commune ne sera pas la nôtre? La Poste de Vars est menacée de perdre des heures, la Poste de Vif également, la Poste de Monestier de Clermont. Mince va peut-être être transformée en ce qu'ils appellent une maison de service au public. Et Clel, pour l'instant, a une réorganisation d'horaires. Carchan-sur-Drac, 3200 habitants, a déjà perdu son distributeur de billets. L'unique banque s'en est allée, c'est dire l'inquiétude qui règne ici. Les clients qui passaient des fois juste pour retirer de l'argent rentraient après dans mon magasin pour m'acheter de la marchandise. Et comme ils viennent plus là, ça me fait un peu du chiffre d'affaires en moins. On ne peut pas toujours payer avec les chèques, les cartes bancaires. Il faut de l'argent liquide. Comme là, je veux 4 baguettes. Il faut que je prenne autre chose, bien sûr, parce que la carte, elle ne passera pas. Ironie de l'histoire, pour remplacer l'unique distributeur, le maire s'est tourné vers la Poste. Trop cher, trop peu rentable, a répondu l'entreprise. La Poste qui a d'ailleurs affirmé par communiqué qu'une présence postale serait maintenue dans le village. Dans l'actualité également, la découverte de munitions d'armes de guerre dans un grenier à Grenoble. Les enquêteurs ont mis la main sur un stock comprenant plusieurs chargeurs de fusils d'assaut de type FAMAS et un important lot de balles à blanc. Le tout appartiendrait à un ancien militaire. C'est le bailleur de l'immeuble qui aurait prévenu la police. En bref, relax en appel pour nos confrères de BFM TV dans l'affaire de la tuerie de Chevaline. En mai dernier, le journaliste et le directeur de la rédaction avaient écopé chacun de 10 000 € d'amende. Ils ont été relaxés aujourd'hui par la cour d'appel de Chambéry, tout comme le directeur de la publication du journal Le Parisien. Les deux organes de presse avaient publié des photos de la famille et de la scène de crime avant et après la tuerie. En Savoie, cette action coup de poing des parents d'élèves du collège Edmond-Rostand à la Ravoir. Ce matin, ils ont bloqué l'accès des élèves à l'établissement. Ils protestaient contre la réforme du collège qui doit être appliquée à la prochaine rentrée de septembre. Reportage Bernard Portugal avec Yves-Marie Glo. Des parents d'élèves, des enseignants et des élus, main dans la main. 8 h ce matin, devant le collège Edmond-Rostand de la Ravoir. Pancartes, banderoles et slogans repris en chœur par les élèves pour un blocage symbolique. L'objectif des manifestants, dénoncer une réforme des collèges jugée inégalitaire et injuste. Pour notre collège, nous perdons l'année prochaine notre classe bilingue, notre classe euro, l'option DP3, on perd du latin, on perd des heures d'enseignement fondamental. On nous parle de moyens à mettre en place au niveau numérique, mais on n'a même pas d'ordinateur qui fonctionne et de connexion Internet qui marche. Donc on ne voit vraiment pas ce qu'on va avoir l'année prochaine, si ce n'est une perte des élèves et de la fuite du public vers le privé et de moins en moins de moyens pour nos enfants. Moins de moyens, moins d'heures auprès des élèves et des conditions de travail détériorées. Ce matin, plusieurs enseignants ne cachaient pas leur inquiétude à quelques mois de la mise en application de la réforme. Première victime selon eux, les élèves et notamment ceux en difficulté. La réforme du collège prévoit que les élèves de SECPA, donc les élèves en très grande difficulté scolaire, soient inclus dans les classes ordinaires. Or, pour mettre en place cette réforme, le collège, en général, a obtenu 2h45. Nous n'avons pas de moyens supplémentaires. Et là, le risque, c'est de les diluer dans des classes ordinaires où ils vont être complètement perdus. Et on va les noyer un peu plus. Afin de se faire entendre, les manifestants ont rédigé une lettre ouverte adressée à la ministre de l'Éducation nationale. Un courrier dans lequel ils demandent notamment d'être reçus à Paris par Najat Vallaud-Belkacem. Il n'exclut pas de manifester de nouveau dans les prochaines semaines.
Les effets de cette réforme, parlons-en tout de suite avec notre invitée Anne-Sylvie Derain, porte-parole des parents d'élèves au collège Edmond Rostand. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, vous dénoncez une réforme injuste à la répartition inégale. Qu'entendez-vous par là ? Alors cette réforme est très injuste et très inégale parce qu'elle s'applique de façon très différente en fonction des régions et des départements où vous habitez, puisque par exemple Paris conserve 100% de ses classes bilingues et que si on parle de l'Académie de Grenoble, nous perdrons 78% de nos classes bilingues par exemple en 6e. Ça peut avoir une influence sur la fréquentation des établissements ? Ah bah bien évidemment, et l'écart est aussi très important entre le public et le privé, puisque les privés, même les établissements privés, même sous contrat, vont pouvoir continuer à proposer les options qui sont supprimées dans les établissements publics, notamment le bilingue, l'option euro, les langues anciennes, et voire même proposer plus d'options. Donc évidemment, le public va continuer et va perdre de façon énorme des enfants à l'année prochaine. Alors, on se dirigerait, selon vous, vers une éducation à 2 vitesses ? Ah, c'est complètement ça. C'était déjà un petit peu initié, mais là, cette fois-ci, je pense qu'on y est. C'est-à-dire que les élèves dont les parents pourront payer iront dans le privé et auront un enseignement beaucoup plus riche et beaucoup plus varié. Et les autres resteront dans le public avec des moyens réduits et des enseignements fondamentaux qui, eux, sont réduits, alors qu'on dit qu'il faut accentuer cet enseignement sur le français, les maths, les matières importantes. Et notamment, cette réforme 2016 prône aussi l'utilisation très marquée des nouvelles technologies. Là aussi, les moyens feront la différence. Ah, complètement, parce que même si on peut être d'accord avec l'utilisation de ces nouvelles technologies, bien évidemment, le problème c'est qu'on part de différences énormes entre les établissements qui n'ont pas du tout été comblés pour l'instant. Et nous, par exemple, dans notre collège, nous avons des ordinateurs qui sont vieux, qui marchent mal, avec surtout des connexions qui fonctionnent très mal. Donc la réforme prône, par exemple, d'utiliser des sites comme Deutsch für Schulen ou pour l'anglais eTwinnings. Nous, on ne peut pas se connecter. Donc l'année prochaine, ce ne sera pas possible. D'accord. Très vite, qu'espérez-vous après cette action-là de ce matin ? Alors on espère récupérer les moyens qui étaient les nôtres jusqu'à maintenant. Demain, nous devons normalement être reçus par l'inspecteur d'académie et nous l'exposerons tout ce qui va être enlevé l'année prochaine et que nous souhaiterions pouvoir continuer, y compris que les élèves qui ont commencé des cycles puissent les finir. Merci Anne-Sylvie Derain d'avoir accepté notre invitation. Merci. Le numérique, nous en parlions à l'instant et justement, l'Académie de Grenoble organise des salons du numérique destinés, dans ce cas, aux enseignants et aux élus des collectivités territoriales. Exemple à Bonneville, en Haute-Savoie, reportage aujourd'hui de Xavier Schmitt et Ariane Combe. Apprendre en s'amusant. Les enseignants jouent avec des petits robots, mais c'est sérieux. Ils testent le matériel destiné à leurs élèves. Une initiation au codage informatique. C'est une nouvelle matière prescrite dès la maternelle. On travaille surtout sur la logique au départ. Donc on est plus dans faire avancer un robot, avancer, tourner et donner des instructions. Au départ, directement par exemple sur la machine. Et après, on peut passer par l'intermédiaire d'une tablette, donc ce qui rend la chose de plus en plus abstraite. Programmation, grammaire, langue anglaise, une douzaine d'ateliers animés par des professeurs pour des professeurs. Ils découvrent les matériels et les logiciels qu'ils pourront utiliser en classe. Ils doivent s'adapter, entre autres, au plan numérique lancé par l'Éducation nationale. Aujourd'hui, on est dans une étape de généralisation des usages du numérique, généralisation progressive, avec dès le CM1, mais également au collège, dans le cadre de la réforme du collège, l'apprentissage de l'algorithmique, la découverte de la programmation informatique et l'apprentissage de la culture numérique. Les fabricants de matériel sont de la partie. Ils exposent des innovations comme le tableau interactif. Ils s'adressent aux enseignants, mais aussi aux représentants des collectivités. Communes, départements et régions financent la plus grande part des équipements numériques. Pour l'instant, c'est à charge des communes. Donc l'État, l'Éducation nationale forme les enseignants, nous accompagne sur le plan manuel scolaire et sur le plan formation des enseignants. Mais sur le plan technique, c'est tout à la charge des communes. Même la Marelle a été revue et corrigée version numérique. Elle fait partie de l'initiation au codage informatique.
Partons en montagne à présent avec la suite de notre série consacrée cette semaine au ski de randonnée. Coup de projecteur ce soir sur la station de la Rosière en Savoie qui propose de découvrir et de s'initier au ski de rando en toute sécurité. Pour l'instant, pas question de partir à l'aventure dans la nature. Suivez le guide avec Françoise Gay et Dominique Semet. Donc bienvenue à cette initiation de ski de randonnée. Ils sont en vacances dans la station. Ils n'ont jamais fait de ski de rando et participent aujourd'hui à une séance découverte. Par les militaires autrefois. On va voir comment coller vos pots, d'accord ? Soit d'abord par la spatule et ensuite clipser sur l'arrière. Coller les pots, positionner les fixations en fonction montée. Après la prise en main du matériel, premier pas avec ces drôles de planches qui ne glissent même pas. Pour le moment, on va juste marcher doucement, laisser glisser un petit peu nos skis, pas faire trop de bruit avec nos pieds. Objectif de cette demi-journée, l'un des 3 itinéraires de ski de rando créés par la station. Nous allons faire le parcours à Serge, d'accord ? On voit que nous allons partir de 1845 mètres. On n'ira peut-être pas jusqu'au sommet pour aujourd'hui, donc pour un dénivelé de 488 mètres. Tracés en bordure du domaine skiable, ces itinéraires sont exclusivement réservés à la montée. La descente se fait par les pistes. Sécurisés, balisés tous les 100 mètres, ils sont accessibles de 9h à 17h, seuls ou encadrés. Rien à voir avec la pratique et le terrain des randonneurs confirmés, mais une approche qui semble satisfaire la clientèle de la station. C'est des sensations très spéciales parce que c'est vrai qu'on a l'habitude, ici par exemple je suis en arrière, je me dis avec des skis normaux, je suis déjà en bas et j'ai déjà la jambe cassée. On variait un peu parce que c'est toujours du ski de descente, on voulait essayer d'autres sports et puis avoir un peu une nouvelle expérience. C'est une très bonne chose puisque ça nous permet de compléter aussi un petit peu notre activité. On a un peu plus le temps aussi de venir parler un petit peu des sommets, parler un petit peu de la faune, de la flore, découvrir un petit peu et de répondre au maximum aux questions. De leur côté, les loueurs de matériel de la station ont investi. Dans ce magasin, une douzaine de paires de skis et de chaussures de randonnée, du matériel de sécurité, bref, des équipements complets achetés récemment. L'évolution technologique du matériel a fait que maintenant on peut proposer un vrai matériel aux clients, ce qui n'était pas tout à fait le cas avant où c'était entre guillemets un petit bricolage entre un ski alpin, une fixation qui était beaucoup plus grosse que le vrai matériel qui est proposé aujourd'hui. Mais une station, c'est avant tout du ski alpin. Proposer des itinéraires de ski de rando, c'est répondre à l'engouement, mais c'est aussi canaliser une pratique jugée perturbante lorsqu'elle se déroule sur le domaine skiable. Ici, un arrêté municipal interdit de remonter les pistes. Effectivement, la journée, quand les pistes sont ouvertes, on peut imaginer des risques de collision avec les personnes qui remontent à pot de phoque. Et puis la nuit également, puisqu'on a le damage qui est en cours sur les pistes. Donc effectivement, avec des risques notamment liés à l'utilisation de treuils par les dameuses. Et pour éviter ce type d'accident, la station propose chaque mardi soir une randonnée nocturne. Un avant-goût en toute sécurité d'une pratique dont le terrain de jeu reste néanmoins la montagne en dehors des stations. Direction le Grand Bain maintenant avec l'un des meilleurs espoirs de la natation française. Jordan Potin, 21 ans, est en passe de se faire un nom dans les bassins internationaux. Le Grenoblois est en bonne voie pour gagner son ticket destination les Jeux de Rio. Portrait de ce futur grand signé Maxence Regnault et Jordan Guéant. Certains nageurs commencent à pointer le bout de leur nez vers 14 ans. Jordan, il avait un niveau régional. Ça progressait pas, mais j'ai jamais perdu confiance et je savais que ça allait payer plus tard. Pour moi, la qualif à Rio, il va la faire. Je pense même qu'il va la faire sur plusieurs épreuves. À 21 ans, Jordan Potin est un nageur hors norme, loin des standards de l'eau. Lui, le petit gars des Chirolles qui a vécu les JO et les championnats de France 2012 à la télévision. Après 12 années à nager, à faire les sacrifices qu'exige la natation, il s'est ouvert les portes des bassins internationaux. C'est quelqu'un qui a fait preuve d'une maturité tardive, à la fois sur le plan de son développement physiologique, il a commencé à grandir tardivement, mais aussi d'un point de vue de ses résultats sportifs. Le fait que j'ai évolué physiquement, ça m'a permis de mieux encaisser la charge d'entraînement et voilà, de potentialiser tous les efforts que j'avais faits auparavant. Aujourd'hui, son corps lui permet de rivaliser sur la scène mondiale.
1m88, 78 kg, façonné par 4 heures de natation quotidienne. Une charge de travail aussi énorme que nécessaire et qui forcément meurtrit le corps d'un homme. Donc ça, ouais. par là. Ouais. Okay. Et ta nuque, c'est quoi? C'est plutôt musculaire? Ouais, c'est pas tout comme le foie, le blocage quand tu tournais la tête? Séance de kiné en prévention et un travail physique même hors de l'eau. En plus de ces 2 entraînements, Jordan Potin s'impose chaque jour une séance de muscu. C'est quelqu'un qui a énormément envie, qui a envie de progresser, qui a envie de s'entraîner. Il se fait plaisir à chaque fois qu'il rentre dans l'eau, à chaque fois que je lui propose un exercice à sec. Un entraînement pour moi c'est une chance de progresser, donc voilà, là c'est vraiment, il faut que je sois présent et à 100% à chaque entraînement et chaque jour. Cette obstination, cette force de caractère, c'est ce qui fait aujourd'hui de Jordan l'un des meilleurs nageurs de la planète. Sur 400 mètres nage libre, l'Isérois est le 3e meilleur performeur mondial de l'année, avec un record à 3,48,50. Ne lui reste plus qu'à grappiller les 2 petites secondes qui le séparent de Rio. Ça serait trop ambitieux et peut-être prétentieux de me dire je vais viser un podium au jeu, sachant que je ne suis même pas qualifié et je ne suis même pas sûr de partir. Si je suis sélectionné, oui, après le but ça ne sera pas d'aller faire du tourisme là-bas et de performer. Ouais. Son ticket vers le Brésil, Jordan devra le valider au championnat de France début avril. D'ici là, il lui reste 2 petits mois pour être fin prêt à plonger. Un fossile de crocodile vieux de 145 millions d'années exposé au musée, oui, mais lequel? Le spécimen qui avait sombré dans l'oubli a été retrouvé dans la collection du musée Bressan de Brou. Depuis, il intéresse fortement le musée des Confluences de Lyon et c'est là que ça coince. Explication Daniel Pajong et Benjamin Métral. Dans les coulisses du musée de Brou, le Machimosaurus ne dort que d'un œil. Entre statues, bustes et moulages, il attend de savoir quel sera son destin. Restera-t-il à Bourg-en-Bresse ou ira-t-il à Lyon entre Rhône et Saône au musée des Confluences, un lieu loin de déplaire à notre fossile de crocodile? Pour trancher, une rencontre est prévue entre les conservateurs début mars. Nous souhaiterions pouvoir le conserver, l'étudier, le valoriser dans de meilleures conditions. Puisque nous sommes avant tout un musée de beaux-arts et d'art décoratif. La ville de Bourg-en-Bresse reste propriétaire des objets qui seront déposés. Une décision qui n'est pas du goût des passionnés locaux d'archéologie. Ils redoutent que cette pièce exceptionnelle soit noyée dans les collections. Pour les scientifiques, la question ne fait pas de doute. La remise en état doit passer par des experts, comme ici dans ce laboratoire universitaire à Lyon 1. Donc là, nous sommes dans notre atelier de restauration et de dégagement des fossiles. Donc vous avez ici un exemple sous vos yeux d'une restauration de défense de mammouth. Âgé de 145 millions d'années, le crâne complet de notre Machimosaurus va faire l'objet d'une étude scientifique, mais d'abord, il faut le restaurer. La première étape, parce qu'on voit qu'il est fracturé en plusieurs parties, donc ça va être de le consolider d'une part de manière générale, lui appliquer ce qu'on appelle les produits consolidants, et puis de recoller les parties entre elles. Il y a différentes méthodes, la colle, différents types de colle, ou avec de la résine, enfin il y a différentes techniques qui permettent de le recoller, et après il faudra le repatiner, combler les dernières fissures éventuellement avec du plâtre, et puis le repatiner pour faire un ensemble qui soit à peu près le plus homogène possible. Les Bressans peuvent toutefois se rassurer avec d'autres objets paléontologiques du musée. Machimosaurus sera exposé temporairement à Brou en juin prochain dans le cadre des Journées nationales de l'archéologie. En attendant, notre croco ne dort que d'un œil. Terminons ce journal en beauté avec une exposition qui vient de débuter au Palais Lumière d'Évian, en Haute-Savoie. Belle de jour a pour thématique les figures féminines entre 1860 et 1930. Un parcours rassemblant plus de 70 œuvres provenant du musée de Nantes à découvrir jusqu'au 29 mai. Isabelle Colbrand, Jean-Pierre Rivet. Toutes ces femmes, en fait, elles n'ont pas vraiment de point commun. Elles sont toutes mises en valeur par un grand nombre d'artistes qui ont choisi de montrer leur beauté grâce à différents courants artistiques. Ça va de l'académisme au cubisme en passant par le symbolisme. On traverse une période de 70 ans, de 1860 à 1930. C'est une période qui est assez intéressante parce qu'il y a énormément de bouleversements,
politique, économique, et on voit que le rôle et la place de la femme a changé durant cette période. Le thème, c'est un thème qui n'a pas forcément été étudié jusqu'à présent, donc c'est ce qui fait la richesse de l'exposition. Mais après, les salles sont vues de façon thématique avec les nus, avec les portraits, les lectrices ou encore les loisirs. Ce qui va être intéressant en fait, dans l'exposition, c'est de voir que les hommes qui les ont représentés, les artistes peintres hommes, ont une vision un peu traditionnelle, alors que les artistes femmes, elles, représentent les femmes vraiment pour ce qu'elles sont. Elles sont plus dans le côté naturel et vrai que les hommes qui vont les exalter. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité régionale demain à midi en compagnie de Pauline Allo. Bonne soirée.